Je pense sincèrement que c'est le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Salut à tous, ici Flo d'aujourd'hui, toujours dans la rétrospective des films Superman en attendant le film de James Gunn qui arrive très bientôt en salle, on va parler de Superman 4. En 1987 sort le très nanardesque Superman 4. Pour le coup, ce film n'est plus produit par les Sal King, mais par Cannon Group, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Allez la voir parce qu'elle a vraiment floppé. Oui, souvenez-vous, c'est eux qui voulaient produire un film Spider-Man dans les années 80. Ici, au revoir les Sal King donc, mais également au revoir à Richard Lester, puisqu'il est remplacé par Sidney J. Furie, qui va réaliser cette œuvre. Si on peut appeler ça une œuvre, parce que moi je peux pas appeler ça une œuvre. Ce film Superman est celui qui a le budget le plus bas des films avec Christopher Reeve. Et franchement, ça se voit. Mais bon, arrêtons de tergiverser, de quoi parle Superman 4. Après la pire introduction du monde, vraiment, ça c'est l'introduction du premier film sur le thème iconique de John Williams, juste après la pièce de théâtre. Ça c'est l'introduction du deuxième, moins bonne certes, car entrecoupé de flashbacks, mais ça fait bien le taf. Là c'est l'introduction du troisième film, et claqué hein, mais au moins c'est pas juste un mec qui fait bouger des PNG dans le vide. Mais bon, passons, le film commence réellement sur Superman qui part sauver des astronautes, et il leur parle russe. En vrai ça c'est assez important pour la suite du film, et ça fait partie des rares bonnes idées du projet. On détache Superman des États-Unis, et ça, c'est cool. Les États-Unis, on souffle. Puis le film te montre que le Daily Planet a changé d'actionnaire principal et que c'est un affamé du buzz et surtout un affamé d'argent qui contrôle désormais la ligne éditoriale, et ce pour le plus grand mal de Perry White et Lois Lane. En vrai, c'est le type de sous-intrigue un peu vu et revu de la fiction, mais bon là on est en 87, et puis ça reste pas mauvais pour le coup. Cela va surtout nous permettre de faire entrer en piste un tout nouveau personnage, celui de Lessie, qui est la fille du nouveau chef du planète et qui a un sacré béguin pour Clark Kent. Pendant ce temps, Lex Luthor arrive à s'échapper grâce à l'aide de son neveu, Lenny, et se rend à Metropolis pour mettre au point un nouveau plan machiavélique. Bon là par contre on est parti encore plus loin dans le côté cartoon. C'était déjà cartoon dans le précédent film, mais là on est parti encore plus loin. Puisque les gardiens de prison, qui ont littéralement explosé lors de l'évasion de Luthor, s'en tirent juste avec une tête un petit peu noircie. Pendant que Lex Luthor élabore son plan, un petit garçon veut adresser un message à Superman. En effet, le monde étant en pleine guerre froide, tout le monde a peur du nucléaire, et le jeune garçon laisse donc un message pour demander à l'homme d'acier d'intervenir pour régler la situation. Clark hésite au départ car il ne sait pas s'il est bien placé pour prendre la décision. Et honnêtement, c'est une très bonne idée pour le coup de faire réfléchir Superman sur des contextes un peu réels, surtout que là c'était le cas, on était en 87, on était en pleine guerre froide, même si c'était la fin, c'était tendu, donc c'était cool de faire intervenir Superman à ce niveau-là. Mais regardez comment ils ont traité ce sujet, regardez comment ils ont traité cette idée, c'est vraiment horrible. Pendant que Superman ne répond pas, tous les réseaux d'information exercent une pression médiatique sur le super-héros, prenant sa non-réponse comme un désintérêt général de Superman envers le sort de l'humanité. Ces événements ont naturellement poussé Clark dans une grande réflexion, et un jour, alors qu'il était censé partir avec Lois, cette dernière se rend compte que Clark était dérangé par quelque chose, et en bonne amie qu'elle est, elle essaye de savoir ce que c'est. Et là, attention, c'est la pire scène du film, et pourtant il y en a des contenders dans ce film, vous verrez plus tard, mais là on est bien sur la pire scène du film, à tous les niveaux. Au lieu d'essayer d'expliquer la situation à Lois de manière simple, sans dévoiler son identité, il décide de la prendre par surprise, et de se jeter dans les airs avec elle, avant de lui révéler à nouveau qu'il est Superman. Ce Superman est un détraqué mental, il faut l'enfermer, c'est pas possible. S'ensuit une scène de vol qui essaie de nous rappeler la scène iconique du premier film. Sauf que là, c'est complètement raté. Déjà, premièrement, les effets spéciaux sont dégueulasses. Le film a beaucoup moins de budget que le film de 78, et en plus, dans le film de 78, la scène se passait de nuit. Donc c'était un petit peu plus facile à faire, en plus de donner un côté un peu féerique au truc. Deuxièmement, faut également prendre en compte le contexte. Dans le premier film, Superman se dévoile au monde, et cette scène de vol intervient juste après la scène d'interview dans laquelle nos deux personnages flirtent ouvertement. Ici, Clark oblige Lois Lane à voler avec lui, et pire que ça, il va même jusqu'à la lâcher dans les airs en souriant comme un sadique. C'est un taré. C'est vraiment un taré. Et la cerise sur le gâteau rempli de caca, c'est qu'une fois qu'il a bien terminé de traumatiser à vie notre journaliste, il lui demande conseil par rapport à la situation avec le gamin. Ce à quoi Lois lui répond un truc du genre « Puis ton cœur, Superman, il te dira la vérité ». Bon, en vrai, on peut pas vraiment en vouloir à Lois Lane de leur donner la réponse la plus bateau du monde, parce qu'honnêtement, à notre place, on n'est pas Superman, on sait pas c'est quoi la meilleure chose à faire. Par contre, on peut en vouloir à Superman de se servir de cette réponse, qui est la réponse la plus bateau du monde, pour prendre une décision. Parce que ça, c'est un truc qu'il aurait pu réfléchir par lui-même, pour le coup. Mais la tige qui repose sur la cerise, qui repose sur le gâteau
taux de caca, c'est que bien évidemment, Lois n'a pas le droit de connaître l'identité secrète de Superman. Donc Superman l'embrasse à nouveau avec son bisou de merde là, hein, et pendant que le cerveau de Lois est complètement retourné, il se change en Clark Kent et lui lâche une phrase du genre « Hey, dépêche-toi, on va être en retard !» Je te jure, t'es le plus gros fils de tous les fils de même les autres fils de t'appelles le fils de ta propre de mère te traite de fils de mais si t'arrives à encaisser ce couplet de fils de je t'insulterai plus jamais de fils de espèce de fils de. Bref, Superman se rend finalement au Conseil des Nations Unies et attention, il va prendre une décision qui va mettre fin à la peur du nucléaire. Accrochez-vous, et vraiment accrochez-vous. Il va prendre toutes les bombes atomiques du monde et les envoyer dans le soleil. Et... Mais attends, mais c'est complètement débile. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde applaudit, hein. Ils sont tous là en train d'applaudir, aucun pays n'est contre, alors que ça a mis des années à être développé et coûté des millions de dollars, d'euros, de roubles, de ce que tu veux. Et dans tous les cas, en plus, cela va pas forcément empêcher la conception de nouvelles armes. Et même t'as aucun pays, aucun représentant, aucun gouvernement qui essaie de remettre en question l'autorité quasi divine de Superman à ce moment-là. Enfin, ça ferait peur qu'un homme, à lui tout seul, puisse décider de prendre toutes les armes d'un pays et de les envoyer dans le soleil. Non, personne s'inquiète, je vais me faire foutre. Ok. Donc Superman part chercher tous les missiles et il décide de les mettre dans un grand filet là, parce que oui, pourquoi pas tant qu'on y est, allons-y. Et puis il tourne sur lui-même quand si on était au JO en plus, hein, et il envoie toutes les armes dans l'espace. À partir de maintenant, je vais essayer de ne plus dire grand chose quand dans le film il va se passer un truc qui est tellement improbable que même dans un film Superman, ça fait too much. Je vais essayer de me taire au maximum. Enfin, bref, pendant toutes ces péripéties, Lex Luthor ne chômait pas puisqu'il est parti voler un cheveu de Superman exposé dans un musée et capable de soulever plusieurs tonnes, et tout cela à l'aide d'un simple sécateur. Il a également convaincu des acteurs du nucléaire de lui produire un missile qu'il a envoyé délibérément afin que Superman puisse le dévier de sa trajectoire et l'envoyer dans le soleil. Et ce missile contenait en fait l'ADN de Superman contenu dans son cheveu, ce qui donnera naissance à Nuclear Man, qui est le méchant ultime de Superman. Regardez-moi ça dégaine, sérieusement on dirait le Sentry de Wish, mais bon on va remettre ça sur l'époque. De toute façon c'est pas très important puisque pendant ce temps on a le droit à un double date. Oui, Clark a un rencard avec Lois et Superman a une interview avec Lois Lane, et ça au même endroit, en mode double date. Et en vrai, on va pas se mentir, la scène du double date avec Superman, on rappelle que ce film est adressé aux enfants, elle est plutôt bien trouvée, c'est pas une mauvaise idée, elle est très comique, vu que Clark et Superman doivent se trouver au même endroit, au même moment. Ils doivent trouver des stratégies pour que Clark puisse s'éclipser pendant un moment pour faire apparaître Superman, et inversement. Le seul problème, c'est que la scène est un peu trop longue, à mon goût. Pendant cette scène, à rallonge, Luthor a renvoyé tous ses associés, sauf son neveu, et on apprend la faiblesse de Nuclear Man. Vu qu'il a été créé à l'aide du soleil, il passe en mode veille et est complètement immobile et assombri lorsqu'il passe dans l'obscurité. Bon, en vrai, blague à part, ça me fait un peu marrer parce que on a vraiment le côté Sentry. Est-ce que Marvel ne serait pas inspiré de Nuclear Man pour créer Sentry? Parce que là, on dirait clairement Void le poteau. Mais bref, comme lors du premier film, Luthor va envoyer un message à Superman, que seul lui peut entendre, afin de le faire venir. Il lui présente donc Nuclear Man, et là, le face-à-face commence. Et qu'est-ce que c'est nul! Nuclear Man a des effets spéciaux sortis tout droit de dessin animé. Lorsque les deux personnages s'envolent, on dirait qu'on a juste zoomé des PNG. Et puis là, attention, il faut quand même voir la meilleure scène du film. Superman et Nuclear Man ne se battent pas seulement à Metropolis. Attention, non, 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 non. Ce qui de base pourrait être une bonne idée, mais c'est vraiment débile quand on sait que le budget du film, qui déjà de base devait être le budget le plus bas de tous les films de Christopher Reeve, a quand même été divisé par deux. Mais bon, continuons. Du coup, on a droit à Nuclear Man qui réveille le Vésuve et va créer une éruption. Bien évidemment, Superman va l'arrêter avec ses moyens. Mais attention, vous n'êtes clairement pas prêt pour la suite. Puisque Nuclear Man va démolir la muraille de Chine. Oui, rien que ça. Mais Superman avait plus d'un tour dans son sac, puisqu'il va réussir à réparer la muraille de Chine par son simple regard. Alors je m'en bats les couilles, là je dézippe, c'est quoi cette scène de merde? Alors je sais que à la base, dans le Silver Age, Superman avait à peu près tous les pouvoirs, mais là déjà, on est dans le Bronze Age, voire début Dark Age en termes de comics. Bon, ceux qui connaissent pas l'histoire des comics, etc., vous allez pas comprendre, renseignez-vous, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais bref, à l'ancienne, Superman, il avait à peu près tous les pouvoirs, mais là, c'était déjà plus le cas, et même, c'était quoi cette idée? Pourquoi ils ont décidé de faire en sorte que Superman, il répare la muraille de Chine comme ça, avec ses yeux? Est-ce qu'ils se sont dit, oui, ça va rendre stylé, en plus, on dirait qu'il louche le poteau? Bref, continuons, parce que sinon, je peux parler 30 minutes de pourquoi cette scène est débile, donc continuons. Le combat se poursuit dans l'espace, je vous laisse admirer cette magnifique démonstration martiale, d'ailleurs.
Joker, et puis sur la Statue de la Liberté, quand Nuclear Man réussit à griffer Superman avec ses ongles rétractables, ce qui lui fait instantanément perdre le combat. Tout le monde pense alors que Superman est mort, ou disparu. En fait, Clark a été gravement affaibli par la manucure de Nuclear Man, si bien qu'il ne se rend même plus aux planètes. Mais pas de panique, une fois que Lois passe lui rendre visite pour lui dire qu'il y a forcément mieux et que Superman reviendra, il décide de saisir le dernier cristal de son vaisseau pour se guérir. D'ailleurs, heureusement que Lois n'est pas passé 2 jours plus tard parce que vu la vitesse à laquelle il était en train de vieillir, il allait clairement mourir. Bref, Superman revient affronter Nuclear Man dans un combat super long, alors que le film dure 1h30, hein, j'ai l'impression que ce film est plus long que Batman vs Superman version longue. C'est terrible. Et en plus de ça, il galère pas mal. Nuclear Man est toujours plus puissant que lui, mais Superman va se rendre compte que Nuclear Man est vulnérable à l'obscurité. Chose que j'ai oublié de préciser, c'est que Nuclear Man tombe amoureux de Lacey dans le film. Et il compte donc l'emmener dans l'espace avec lui parce que j'en sais rien. Est-ce qu'on a besoin de chercher des justifications à partir de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? Je ne crois pas. D'ailleurs, Lacey est peut-être kryptonienne elle aussi, hein, puisqu'elle arrive à survivre dans l'espace sans aucun problème. Mais bon, pas de soucis, Superman déplace la Lune et va créer une éclipse afin de battre définitivement Nuclear Man et l'envoie dans une centrale nucléaire. Après tout ce qui vient de se passer dans le film, c'est clairement pas choquant. Allez-y, déplace la Lune, ça crée une éclipse, y a pas de problème sur Terre. Allez-y, allez-y, balance-le dans une centrale nucléaire, ça le défonce, vas-y. Fais ce que t'as à faire. Fais juste ce que t'as à faire. Dites-moi juste que le film est fini. Le film se finit donc sur Perry White qui réussit à reprendre la main sur le Daily Planet et Superman qui sort un discours sur la paix et l'entraide. Pas si dégueulasse que ça le discours en vrai, hein, quand t'as vu le reste du film. Et pour la 4e fois de suite, on nous sort la scène dans laquelle Superman sourit dans l'espace, et j'ai quand même l'impression que c'est juste l'extrait du premier film utilisé en boucle depuis les 3 films précédents, tellement les effets spéciaux sont 1000 fois mieux dans cette scène. Enfin bref, c'était Superman 4, et je pense sincèrement que c'était le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Je pense que j'ai pas besoin de revenir en détail sur ce que c'était, quand je vous ai présenté le film, vous avez compris, les effets spéciaux sont dégueulasses, le scénario n'a aucun sens, Superman on dirait un prédateur, le mec, ce film ne le regardez jamais. Heureusement ce film je l'ai pas vu quand j'étais petit parce que sinon ça se trouve j'aurais aimé en étant petit, je l'ai découvert bien plus tard, j'ai appris qu'il y avait un film Superman 4 bien plus tard, donc je l'ai vu, j'ai fait plus de 20-25 ans, donc là ça va, mais ce film est vraiment claqué, c'est horrible. En plus de ça, ce qui paraît, ils ont coupé la moitié des scènes d'action parce qu'ils voulaient les garder pour un Superman 5. Heureusement que le film a floppé, heureusement que le film a bidé, heureusement que le film était un four, parce qu'un film Superman 5 sous Calum Group, non merci, pas pour moi. Mais vraiment, pas pour moi. Christopher Reeve méritait clairement un meilleur final, on va pas se mentir. N'empêche, le film était quand même tellement mauvais qu'il a fallu attendre presque 20 ans pour avoir le droit à un nouveau film Superman sur le grand écran. Mais ça, vous savez, on en parlera dans la prochaine vidéo, donc abonne-toi, commente, dis-moi si t'as vu Superman 4, dis-moi si cette vidéo t'a donné envie de regarder Superman 4, j'espère pas quand même, vu que je le dézingue pendant toute la vidéo, et dis-moi également si tu veux que je fasse d'autres vidéos comme ça où je dézingue des anciens films, ou des films qui sont vraiment claqués, parce que honnêtement, de base, je voulais pas parler de ce film, mais en vrai, j'ai pu m'extérioriser, j'ai pu un peu sortir ma haine, j'ai pu un peu me défouler dessus, et ça m'a fait du bien, n'empêche. Ça m'a quand même fait du bien. Enfin bref, c'était Flawed, et on se dit à la prochaine. A plus!